Pas une, pas deux, mais 10 bonnes raisons de mater la série TV Les Frères Sun. Avant de démarrer mon argumentaire, est-ce que tu as vu Les Frères Sun? Lâche-moi un commentaire. Est-ce que tu as vu la série? Est-ce que tu l'as appréciée? Est-ce que tu l'as pas appréciée? Dis-moi tout, mon pote. Et aussi, je le fais pas assez. Merci à tous ceux qui lâchent des commentaires. Ça fait vraiment plaisir, mon pote. Ça enjolive, ça embellit mes vidéos. Number 1, l'intrigue captivante. La série va nous offrir une intrigue beaucoup plus complexe qu'elle en a l'air. Au départ, tu penses que c'est du fun, mais ça se durcit, ça s'approfondit au fur et à mesure des épisodes. Car ça a le teint d'une série feel good, c'est ensoleillé, il y a des belles couleurs, mais c'est beaucoup plus vénère qu'on ne le pense et ça va tenir le spectateur en haleine. Numéro 2, développement des personnages. On est dans une série télé, il faut du développement, il faut qu'on connaisse ces personnages, il faut qu'on les voit évoluer d'un point A à un point B avec pas mal de péripéties et là on va être servi. Ils gagnent en richesse et en profondeur dans leur développement et on va s'attacher à eux et kiffer suivre leur évolution. Le contrat est rempli, bordel. Numéro 3, scénario. Là aussi, tu sens au départ une certaine gaudriole. C'est de la comédie d'action, mais tout est soigneusement écrit et bien ramené dans un bon tempo. Que ce soit la vanne, que ce soit la tatane dans la gueule, les moments d'émotion et pas mal de twists, parce que ça arrête pas de rebondir d'un côté à l'autre. Moi, je connais ces codes. J'ai grandi avec Hong Kong, j'ai grandi avec les triades, j'ai grandi aussi avec... tu reprends aussi tout ce qui se passe dans les mafias. Tu connais le cheminement, tu connais l'architecture. Mais là, les surprises sont très belles, parce que c'est pas manichéen, t'es dans une zone grise, et ça fonctionne plutôt bien. Et il y a des twists que tu vois pas arriver, dont un que j'ai kiffé à la fin, qui est vraiment très intelligent, et c'est ça qui va maintenir ton intérêt. Numéro 4, l'universalité. Et les thèmes qui fonctionnent super bien dans des séries, ils sont un peu récurrents, et ils fonctionnent toujours autant sur moi, parce que s'il n'y a pas ces thèmes-là, la série est foutue. On est dans une triade, donc on va te parler de pouvoir, on va te parler de loyauté, ça va être répété, ça va être aussi caricaturé. Mais là où ça me touche le plus et là où ça prend le dessus, c'est le côté familial, la quête de rédemption qui va entraîner une sorte de reconstruction par rapport à un certain personnage et aussi de la tolérance et du rapprochement sur des personnes qui n'étaient pas censées vivre ensemble, qui ne se connaissaient à peine et qui vont apprendre à s'aimer. Et cette série, ce qui est très fort, c'est qu'avec tous ces thèmes, ça peut capter un large public, ça peut capter... Bon, c'est un peu violent, mais tu peux quand même mater ça en famille. Si t'as un ado, ça peut le faire aussi, ou mater ça avec ta chérie. Numéro 5, l'action. Tu connais et tu pratiques Rebelle des Bois Chronicles si tu es là. Depuis pas mal d'années, je suis fan d'action. Alors on n'est pas au sommet de la pyramide, mais les scènes d'action sont convaincantes. Dès le début, tu as une scène d'action qui bastonne, tu vois qu'il y a du niveau, ça cogne fort, c'est énergique, c'est violent. Tout ça allié à du fun et des moments d'adrénaline qui pètent. Les bastons sont bien variés et elles sont aussi bien distillés. Il n'y a pas que ça en fait, tu vois que la série, elle est vraiment là sur le développement de ses persos, et elle n'est pas là tout le temps en train de nous en mettre plein la gueule, et sincèrement c'est très fort aussi, parce qu'il y a une ou deux belles scènes d'action par épisode, et le reste, on s'occupe de l'histoire. On fait avancer l'histoire. On n'est pas là en train de se dire attention scène d'action ou attention la vanne, quoi. Cette série trouve toujours le bon équilibre. Numéro 6, le sous-texte politique. Là aussi c'est très bon parce qu'on va ajouter un peu de complexité. On est dans une mafia, on est dans un héritage, donc on va avoir des luttes de pouvoir, des alliances changeantes et autre chose, une lutte des classes. Et là aussi tu vois toutes les conséquences. Tu peux avoir une triade sur une population. Parce que les triades sont pas là pour blaguer. Tu vois, les mafias hongkongaises, elles sont là pour aider le quartier, un peu comme les mafias napolitaines qu'on voyait, mais ça engendre tellement de malheur, ça ravage tout sur son passage et ça décime des familles. Et là, c'est bien traité par rapport à cette série, j'ai beaucoup aimé. Tout ce côté, toute cette surprise, tout ce développement. Malgré qu'on se marre un petit peu, ça prend en profondeur. C'est ni une série géopolitique, ni une série sociologique, mais ça a le mérite d'être évoqué. Comme quand tu vois toute l'immigration chinoise aux États-Unis, comment ils ont souffert par rapport à l'intégration, par rapport à tous les stéréotypes qu'ils renvoient, par rapport à tout le racisme et l'exclusion qu'ils ont subi. Et malgré tout, ils se sont battus et ils se sont intégrés et intégrés les nouvelles générations derrière. Numéro 7, la cinématographie. Alors parfois, quand t'as pas de thunes, il faut des idées. Et là, tu sens que la série, elle a un peu fauché comparé à d'autres productions. Il y a des séries qui la tabassent au niveau de la cinématographie, il y a des séries qui sont de meilleure qualité. T'es jamais en train de t'arrêter sur un plan et la photo et de dire « Waouh, c'est terrible, c'est beau ». Ce que j'aime bien, c'est la variété des décors. Ça se passe jamais au même endroit. Il y a des endroits un peu récurrents où tu vas tourner un peu pour revenir à ta base. Mais à chaque fois, le lieu de l'action change. Ça se passe à Los Angeles, plutôt dans les quartiers asiatiques. Il y a une super scène dans un mini-golf, il y a une scène dans une boîte de nuit. Il y a de très belles lumières, il y a de très belles couleurs chaudes. Il y a même parfois des couleurs froides. Les effets sont variés. Il y a même un petit côté où ils vont se retrouver à Taïwan. Là, j'aimerais en voir plus. Il y a une saison 2. Ce serait bien que ce soit un peu plus shooté à Taïwan. Enfin, pseudo-Taïwan. Je suis pas sûr qu'ils aient exporté toute la production à Taïwan pour se shooter là-bas. Mais en tout cas, il y a un effort de fait de ce côté-là. En conclusion, ce n'est pas impressionnant, mais la direction artistique est soignée. Et c'est à souligner. 8e point, l'histoire et la culture chinoise. Ce qui est très sympa par rapport à cette série, ça nous permet d'explorer, d'effleurer la culture chinoise. Que ça se passe à Taïwan ou que ça se passe sur le sol américain, tu vois un peu comment il fonctionne, tu vois du mahjong, tu vois les différentes boutiques de Chinatown, tu vois qu'ils fonctionnent en communauté. Et là, le point qui me fait le plus plaisir, c'est qu'ils parlent en mandarin. Beaucoup de personnes aussi qui parlent anglais
ont un accent et ça va nous donner énormément d'authenticité par rapport à la série. Numéro 9, et là c'est le point que je kiffe le plus par rapport à cette série. Le casting. Un casting talentueux, ils ont tous été convaincants, des rôles vraiment excellents qui nous ont permis de nous immerger dans l'histoire, de cette famille, des personnages secondaires, voire tertiaires. Nous allons commencer par le personnage de Bruce, qui est l'élément central de cette série. Par son innocence, il va apporter une dimension humaine et émotionnelle à son personnage. Une performance remarquable parce qu'il contraste complètement avec les autres. C'est tous des badass, ils ont tous des skills, ils sont là pour se rentrer dedans, et lui pas du tout. Il est gauche, il est lâche, il est maladroit. C'est un mec qui est là pour éviter l'embrouille, il est plus là pour parlementer aussi. Et nous, spectateurs, on va s'identifier à lui, parce qu'on n'a jamais été dans une embrouille pareille. Et là aussi, il est authentique et hyper sincère. J'aime trop ses à côté. Le mec, il veut juste faire des matchs d'impro, il veut faire plaisir à sa maman. Un petit étudiant sans histoire, fauché, parce qu'il fait il est conducteur Uber au départ, ça se passe super mal pour sa gueule. Et au fil de la série, tu sens qu'il a une évolution significative. Et son personnage va naviguer à travers plusieurs aspects. Ses obligations de vie étudiante, ses obligations familiales, et surtout cette guerre mafieuse qui lui tombe au coin de la gueule, et il va y avoir une transformation, un véritable glow-up qui va nous donner une performance convaincante. Parce que là c'est très bien aussi, ça prend un revers tous les shonen, où le gars qui est finalement un peu frêle, qui est pas là pour la bagarre, tu vois qu'à la fin de la série, il défonce tout le monde, et là pas du tout. Lui, il a d'autres armes à faire valoir. Ses armes, c'est la sympathie, c'est l'affection, et toutes les relations qu'il a envers autrui. Il m'a grave touché le con. You go, girl. Get what's yours. Or don't go, girl. Or at least pause, girl. Et c'est là que je basculais sur les personnages secondaires. Tous ces personnages, par exemple toute la bande qui arrive de Taïwan, qui sont super sympas, qui sont identifiables, qui ont des dégaines de fou, qui ont des sacrés punchlines, gros mafieux, dur à cuire, mais au cœur tendre, ce qui va permettre de mettre en relief ce choc des cultures entre Taïwan et les États-Unis. Et dans ce contexte de mondialisation, c'est super cool parce qu'il y a plein d'explorations culturelles et politiques, comme l'ami de Bruce, qui est d'origine coréenne. Et là aussi, c'est un super personnage qui est à côté de ses pompes, qui veut faire aussi le gros dur. Mais c'est le mec qui va se faire tabasser tout au long de la série. Mais c'est un pote plus que solide, parce qu'il va être là jusqu'à la fin. Un autre personnage qui est magnifique, j'aurais bien voulu qu'on la développe un peu plus, je trouve qu'on la voit pas assez. J'espère qu'on la verra dans une peut-être saison 2. C'est cette sœur qui porte le deuil, qui est là pour se venger, qui est hyper déterminée, gros charisme de cette hit girl en quête de justice, en quête de vengeance, et même à la fin, bonne morale aussi par rapport à elle. Car là aussi, ça offre un petit contraste par rapport à toute la thématique de la série, il y a ce petit à côté qui est vraiment cool, comme d'autres personnages qui gravitent autour de la famille Sun. Obligé de te parler de la matriarche, la mère Michelle. Quand tu vois Michelle Yeoh dans une série américaine, tu penses tout le temps que c'est un caméo, tu penses tout le temps qu'elle va pas avoir beaucoup de scènes. Elle est complètement impliquée, elle est au four et au moulin, elle est sur tous les épisodes, et elle n'a rien perdu de sa superbe. Elle est toujours aussi impressionnante. C'est une reine qui a une présence imposante, et tu vois qu'elle a un rôle prépondérant par rapport à l'intrigue, parce que là c'est plus la Michelle Yeoh qui se tape, c'est une autre Michelle Yeoh, c'est une Michelle Yeoh tacticienne, stratège de guerre, qui a des coups d'avance sur tout le monde. Et tu vois pas au début, hein. Au début, il y a une petite scène clé dans le premier épisode, tu dis ah ouais, elle sait comment gérer ce genre de merde parce qu'elle a pas l'air impressionnée. Et elle a une force tranquille, tu penses que rien peut lui arriver, et à la fin de la série, c'est là qu'elle s'humanise un peu plus, et elle donne un peu plus de vulnérabilité. Une vraie profondeur psychologique par rapport à ses peurs, par rapport à ses doutes, et toutes ces luttes intérieures qu'elle a en elle sont ramenées de manière subtile et convaincante, que ce soit pour combattre dans cette guerre mafieuse ou pour la gestion de ses enfants. Charisme impeccable, et tu sens vraiment toute la dévotion qu'il y a autour d'elle, parce qu'il lui a donné vraiment un rôle sur mesure par rapport à son âge. Et ça, c'est vraiment intelligent et respectueux. Donc, encore à son âge, grosse performance, une des plus belles performances qu'elle a eues de sa carrière. J'ai kiffé ce personnage. Elle a fait 500 films, Michelle Yeoh, impossible à classer. Mais de l'avoir aussi impliquée dans une série Netflix, et quelle maîtrise de l'acting, quelle maîtrise de l'art dramatique. Tu sens la grande routière qui maîtrise chaque geste, chaque parole, chaque regard, chaque ligne de dialogue. Elle arrache tout, la Michelle. Hélas, bonne noteliste. Mon préféré de la série, mon best de l'année. Bon, on est qu'au mois de janvier, parce que j'ai pas maté tant de séries que ça. Mais je pense que c'est un des personnages qui va perdurer jusqu'au mois de décembre 2024, tellement il est fort. Le personnage de Charles, aka Chairleg. Au début, je comprenais pas pourquoi il l'appelait comme ça, mais après, tu l'as compris, tu vois vraiment que c'est violent. L'origine story de Charles est très très violente. Et découverte totale de cet acteur, quelle surprise. Justine Cheyenne. Mon gars, t'es en tête de liste, je vais te poursuivre partout. Parce que le mec a une palette émotionnelle impressionnante. Il a réussi vraiment à donner vie à ce personnage, à le rendre complexe, en le faisant osciller entre la détermination, le doute et la vulnérabilité. Le mec a un charisme naturel. Il vole chaque scène sont pour lui dès qu'il débarque à l'écran. Quelle présence magnétique pour un personnage mémorable, pour un futur personnage qui va compter si la série perdure. Parce que là, c'est gros level. Et lui aussi, il a une magnifique évolution dynamique. Parce que le mec est super fort, parce qu'il va s'élever, il va tomber, il va vaincre, mais tout le temps en étant pris entre deux mondes, entre cette triade et sa famille, et tout le temps touchant quand tu vois qu'il interagit avec son frère, pareil avec sa mère, idem avec ses acolytes de Taïwan, convaincant dans la baston. Je pense pas que ce soit un artiste martial, mais tu vois que le mec s'est déchaîné parce que tu vois faire ses scènes, tu vois faire ses cascades,
J'ai vu les making-of, le mec était présent. Bon, il est pas aussi doué que la bande des Warriors, mais c'est un mec, je pense, qui peut rentrer dans la bande des petits dragons. Peut-être pas tout de suite, faut lui donner un peu plus de gab, faut lui donner un peu plus de gabarit, mais il a un langage corporel et des expressions faciales pour communiquer ses émotions et ses attentions. Tu sens que le gars envoie tout pour donner une performance XXL. Et c'est pour ça qu'on l'aime, le Justin. Ces trois personnages, et surtout Charles, je pense que c'est vraiment le succès de la série. C'est l'alchimie entre deux révélations et une nana qui est sur le toit du monde. Et ça a fonctionné du feu de Dieu. Et la 10e raison, la nourriture asiatique. Quand tu regardes cette série et quand tu vois que la passion de Charles, c'est d'être pâtissier, quand tu vois la première scène, que tu vois qu'il est en train de faire un gâteau, et tu vois qu'après qu'il est passionné par les churros, etc., et toute la bouffe et toute la nourriture qu'ils mangent ensemble, c'est hyper convivial, tu as envie de t'attabler avec eux, tu as l'eau à la bouche, et quand tu vois la nourriture asiatique, bah tu kiffes quoi. Des meilleures nourritures du monde, tellement satisfaisant que franchement, c'est un argument par rapport à la série. Si tu arrives à ce point de la vidéo, je te remercie pour la rétention. Tu es resté jusqu'au bout et ça fait du bien à la chaîne Rebelle des Bois Chronicles. Et ça prouve aussi que tu as été convaincu par mes arguments et que tu vas aller mater les frères Sun si ça n'a pas été fait. Qu'est-ce qu'il est bon, Rebeu. Terminus pour les 10 bonnes raisons de mater les frères Sun. Je te dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Lâche-moi un commentaire. Dis-moi ce que tu as vu en janvier 2024. Qu'est-ce que tu as regardé comme série? Qu'est-ce que tu as lancé? Est-ce que tu as fait des rattrapages de 2023 ou est-ce que tu as maté des nouvelles séries? Aiguille-moi, mon ami. Peace and love.